On va terminer avec une dernière communication par Christophe Trézalé de l'hôpital de la Pitié sur les incidentalomes surrénaliens. Et après, je ferai un bref commentaire pour conclure la session. Monsieur le Président, chers collègues, donc quelques rappels sur les incidentalomes surrénaliens. Lésions surrénaliennes de découverte fortuite, comme leur nom l'indique, en général sur un examen d'imagerie quelconque. Aujourd'hui, il est assez connu que l'ensemble des lésions découvertes de façon fortuite sur les examens d'imagerie sont pour la plupart non sécrétants, dans presque 85% des cas. Les lésions sécrétantes sont relativement rares, de 15 à 30% des cas maximum. Donc là, on dispose de très nombreuses séries. Bref, il faut en moyenne 20% des lésions seront sécrétantes et pas forcément symptomatiques, puisque, je le rappelle, sur l'incidentalome, la découverte est fortuite et très rarement découverte sur des symptômes liés à des sécrétions. Parmi les lésions sécrétantes, parmi les 20% de lésions sécrétantes découvertes, on a un groupe qui est assez important et qui fait encore débat sur sa prise en charge, qui est l'hypercorticisme infraclinique, qu'on appelle les syndromes de pré-Cushing, qui représente 8 à 25%, plus probablement proche des 20%, 8 à 25% des incidentalomes. Les phéochromocytomes rares, parmi ces lésions sécrétantes, environ 5%, et celles qui sont peu symptomatiques sont souvent d'origine génétique, et rarement sporadiques, les sporadiques étant souvent beaucoup plus violemment symptomatiques. Les hyperaldostéronismes primaires, encore plus rares, 1%, et puis les corticosurrénalomes, malins bien entendu, 5 à 10% des lésions. Alors comment on va orienter le diagnostic lorsqu'on découvre une lésion sur un examen d'imagerie? Bien sûr, on va passer rapidement parce que vous les connaissez tous, les signes. On va rechercher d'abord des lésions qui orientent vers un Cushing, prise de poids, obésité faciale, etc. Des problèmes de vascularisation ou des problèmes cutanés, avec un cortège de symptômes chez des patients qui sont souvent obèses, hypertendus, diabétiques. Le phéochromocytome, comme je disais, dans les incidentalomes, ils sont très, très fréquemment peu symptomatiques. Et ce cortège d'hypertension paroxystique, épisodes de tachycardie, pâleur, tremblement céphalée, sont très rarement retrouvés dans le cadre des incidentalomes. Concernant l'adénome de Cône, c'est quand même plus fréquemment des patients depuis longtemps sous des antihypertenseurs quelconques. On retrouve un signe qui est quasi pathognomonique, qui est l'hypokaliémie. Et c'est des patients qui peuvent décrire de façon très inconstante des crampes ou des palpitations. Enfin, le corticosurrénalome, eh bien, ils ne sont pas toujours sécrétants, hein, mais on retrouve des signes associés à une hyperandrogénie ou à un hypercorticisme. Alors, devant un phéochromocytome, mais en fonction des constatations d'imagerie qu'on verra tout à l'heure, on oriente les dosages biologiques en fonction de la suspicion étiologique. Pour le phéochromocytome, on a aujourd'hui le dosage des dérivés méthoxylés des catécholamines sur les urines de 24 heures, examen extrêmement sensible, puisque dans presque 100% des cas, c'est spécifique, donc on ne se trompe pas de diagnostic. Ce dosage est extrêmement fiable et bientôt on disposera de tests salivaires, donc encore plus simple à mettre en œuvre. Pour le syndrome de Cushing, bien sûr, ou pré-Cushing, on fait des tests de freinage à la dexaméthasone, et ce sont souvent des patients qui ont une ACTH basse, voire totalement effondrée. Et pour l'hyperaldostéronisme, il suffit de faire le calcul du rapport aldostérone-surrénine qui est souvent élevé. En fonction des signes cliniques ou de suspicion d'hyperandrogénie, on pourra compléter, et ça c'est pas fait de façon systématique et ça n'est pas obligatoire, on pourra compléter par des dosages d'androgènes ou d'hormones sexuelles. Alors l'imagerie, l'exploration des incidentalomes, c'est le domaine de l'imagerie. Et la vraie révolution, ça a été le scanner en coupe fine. Dans les recommandations, on marque 3 mm. Aujourd'hui, on a des scanners qui ont des résolutions de 1 mm. Donc plus les coupes sont fines, plus elles sont utiles. Et aujourd'hui, il faut exiger des coupes fines pour l'exploration des incidentalomes. Il est essentiel d'avoir un scanner bien réalisé en 3 temps. D'abord sans IV, on verra pourquoi, sans injection de produits de contraste. Ensuite, un temps portal, en général, c'est dans entre 10 et 20 secondes après l'injection. Et un temps tardif, on va dire entre 1 minute et 5 minutes après l'injection. Ces 3 temps sont essentiels afin de caractériser la lésion.
Le scanner nous permet de déterminer la taille de la lésion et on sait que le risque de malignité y croît en fonction de la taille de la lésion. Une tumeur qui a plus de 6 cm de grand axe a 25% de chance déjà d'être maligne. Donc c'est considérable. On va étudier sa densité spontanée, puisque la densité spontanée en unité Hounsfield va nous donner la richesse en lipides de cette lésion. Si la lésion fait moins de 10 UH, inférieur ou égal à 10 UH, on est certain que c'est bénin. Et dans les recommandations, il est même préconisé de ne pas poursuivre les explorations. Et puis un temps important, l'étude du washout, c'est-à-dire du lavage de la lésion avec le produit de contraste, d'où l'importance des 3 temps. Eh bien, ce washout va nous donner un indice de malignité. Si le washout en 10-15 minutes est de plus de 50%, c'est-à-dire que la lésion s'est lavée de son produit de contraste de plus de 50 à 60%, on considère que c'est bénin. Donc une lésion de moins 20-10 UH et qui se rince de plus de 50% ou 60% en 10 minutes, on considère qu'elle est bénigne. Et si on n'a pas les sécrétions les plus habituellement retrouvées dans les incidentalomes, on arrête les explorations. Et évidemment, en fonction de la taille, le scanner nous permet de déterminer les relations de cette lésion avec son environnement. Alors quelques exemples où on fait le diagnostic étiologique uniquement avec le scanner, sans même avoir dosé les marqueurs, enfin les sécrétions, les hormones. Par exemple, un phéochromocytome, on voit qu'il s'agit d'une lésion qui est spontanément hyperdense, avec des zones centrales probablement de nécrose sans injection. Et lorsqu'on injecte, on a un fort rehaussement périphérique avec des zones hypodenses centrales qui correspondent souvent à de la nécrose. On n'a aucun signe, aucun critère de malignité sur cette lésion. On est quasiment certain sur cette image de scanner qu'il s'agit d'un phéochromocytome. L'adénome de Cône aussi, il est assez typique sur le scanner, puisqu'il s'agit souvent d'une lésion de petite taille. Il est rare que les adénomes de Cône soient supérieurs à 30 mm. Dans la majorité des séries, ces lésions, elles sont découvertes alors qu'elles font environ 20 mm. Elles ont une densité très proche d'une lésion purement lipidique. Elles sont rarement au-dessus de 10-20 unités Hounsfield. Et donc là, ici, on a un petit nodule fortement riche en lipides de petite taille. On est quasiment certain qu'il s'agit d'un adénome de Cône, a fortiori si le patient est hypertendu et a une discrète hypokaliémie. Le corticosurinalome, lui aussi, malheureusement, sur le scanner, il existe peu de doutes. C'est en général des masses qui sont découvertes alors qu'elles sont très volumineuses. Elles ont une forme irrégulière, hétérogène. Elles sont parsemées de zones de nécrose ou d'hémorragie. On perd les plans avec les structures adjacentes. Ici, par exemple, on a perdu totalement le plan avec la veine cave, qui a totalement disparu et qui est probablement envahie. Elles ont un washout très inférieur à 40%. Ce sont des lésions qui se rincent très difficilement, ou en tout cas très lentement. Donc, sur un scanner, on a le diagnostic de corticosurinalome de façon quasi certaine. Alors, quelle est la place de l'IRM aujourd'hui dans l'exploration des incidentalomes? Pour beaucoup de radiologues, l'IRM n'a quasi aucune place, puisque les performances du scanner sont telles qu'on peut s'en dispenser. Mais ça peut être un complément utile lorsque les lésions sont difficilement analysables au scanner ou qu'il persiste un doute, par exemple sur une lésion non sécrétante, mais pour laquelle persiste le doute sur une malignité quelconque. Alors l'IRM, elle nous donne non seulement des informations anatomiques, mais chimiques, sur la nature chimique et fonctionnelle de cette tumeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut étudier la cinétique de prise de contraste mesurée après injection de gadolinium. Ça marche comment? C'est ce qu'on va étudier, c'est la perte de signal, j'ai plus la flèche, la perte de signal entre les séquences en phase, c'est-à-dire ces séquences en phase, elles nous donnent le signal en additionnant le signal eau plus graisse, et ensuite ce signal, on va le soustraire en opposition de phase, c'est-à-dire qu'on va supprimer le signal émis par l'eau et la graisse. Et si on a une perte de signal eau-graisse, c'est donc que cette lésion est majoritairement composée d'eau-graisse et donc plutôt bénigne. Donc, si on a une chute de signal entre, ici, vous voyez une lésion en phase, donc qui a une densité proche de celle du foie, on soustrait le signal en opposition de phase, c'est-à-dire qu'on soustrait le signal eau plus graisse, tout à coup la lésion s'efface, voilà, elle devient noire, et bien c'est une lésion qui, dans quasiment 100% des cas, est bénigne. Donc on considère que si la chute du signal est supérieure à 20%, la lésion est très probablement adémateuse ou bénigne. En revanche, si la chute de signal est de moins de 20%, méfiance, il s'agit d'un adénome atypique qui nécessitera des explorations supplémentaires ou qui nécessitera d'être opéré. L'IRM peut être intéressant aussi pour un phéochromocytome.
bien qu'on l'a dit, le scanner est très performant. Il existe un signe sur le scanner en T2 qui est pathognomonique du phéochromocytome, c'est qu'en T2, les phéochromocytomes fixent de façon intense, hein, à l'injection de gadolinium. En T2, on a une hyperfixation. Lorsqu'il existe une hyperfixation d'une surrénale en T2, c'est qu'il s'agit très très probablement d'une lésion de type phéochromocytome. Alors l'imagerie fonctionnelle, ça c'est la deuxième révolution après le scanner de l'exploration des lésions surrénaliennes. La scintigraphie au MIBG qui permet essentiellement l'étude de la médullo-surrénale, le TEP-FDG, le TEP-FDOVA et la scintigraphie au nord-iodo-cholestérol qui, elle, se focalise sur l'étude de la fonction de la corticosurrénale. La scintille au MIBG, vous le savez tous, hein, ça permet essentiellement de caractériser le caractère phéochromocytome d'une lésion, qu'elle soit bénigne ou maligne. D'ailleurs, le diagnostic de phéochromocytome malin ou bénin ne peut se porter qu'en fonction de lésions métastatiques. Ce n'est pas sur la pièce qu'on pourra le porter, mais seulement s'il existe des lésions à distance de la lésion primitive. Quel est son intérêt? Est-ce que c'est de faire le diagnostic? Non, on l'a dit, avec les dérivés méthoxylés et le scanner, on a un diagnostic, mais son intérêt, c'est de savoir justement si la lésion est métastatique, s'il existe des métastases à distance ou des paragangliomes associés. C'est un examen très sensible et surtout très spécifique, puisqu'on a quasiment 100% de sensibilité. Aujourd'hui, on peut faire des reconstructions, des fusions d'images entre la scintille MIBG, le scanner, et la fusion des images nous permet d'avoir une sensibilité, spécificité anatomique extrêmement précise qui peut guider pour les interventions. Enfin, c'est essentiellement dans le cadre du dépistage des métastases qu'on utilise cet examen. Le TEP-FDG, qu'on utilise très fréquemment dans les pathologies tumorales. Vous savez qu'on calcule le ratio SUV max tumeur sur celle du foie, et qu'il s'agisse de lésions surrénalium comme de toute autre lésion, lorsqu'on a un rapport SUV supérieur à 1,45, on est quasiment certain qu'il s'agit d'une pathologie maligne, parce qu'on a un hypermétabolisme du glucose. Lorsqu'on a une lésion surrénalienne qui fixe au TEP-FDG, on doit évoquer la possibilité de 4 diagnostics: le phéochromocytome, qui a une forte appétence pour le glucose, le corticosurrénalome évidemment, une métastase ou un lymphome. Les autres lésions, théoriquement, ne fixent pas, ou très faiblement, ou en tout cas le SUV est largement inférieur à 1,45. Là aussi, on utilise de plus en plus des fusions d'images avec la scintigraphie TEP-FDG, le scanner, puis fusion d'images qui nous permettent d'avoir des images à la fois anatomiques et fonctionnelles. Le TEP-FDOVA, qui n'est pas disponible encore partout et qui probablement va se développer, qui est probablement un examen qui va être de plus en plus utilisé. Pourquoi? Parce qu'il a l'avantage d'être beaucoup plus rapide que le TEP-FDG. La durée d'examen et d'acquisition elle est inférieure à 2 heures. On a une bien meilleure résolution spatiale, c'est-à-dire que les images sont moins floues que ce qu'on voit sur le TEP-FDG ou la scintille MIBG. On n'a aucune interférence médicamenteuse. Et il n'y a pas de fixation ectopique du traceur, comme on peut le voir parfois pour le TEP-FDG, ce qui peut poser certains problèmes. Il peut y avoir des glandes salivaires ou de la thyroïde qui fixe. Donc on se pose des questions qu'il n'y aurait pas lieu de se poser. Là, l'avantage du TEP-FDOVA, c'est qu'il ira spécifiquement se fixer sur la zone pathologique. Et il semblerait que ces indications soient particulièrement utiles pour les phéochromocytomes, des phéochromocytomes de type très particulier associés à une pathologie génétique, c'est-à-dire dans les syndromes de von Hippel-Lindau ou dans les paragangliomes mutés SDHD. Enfin, la scintigraphie au nord-iodo-cholestérol, qui pendant longtemps a été abandonnée et qui revient, pourquoi? Grâce au syndrome de pré-Cushing. Sensibilité qui est assez faible, mais sa sensibilité, elle augmente lorsque les adénomes grossissent, c'est-à-dire qu'en dessous de 2 cm, on a une sensibilité qui est quand même pas terrible, 60%, alors qu'elle est proche de 100% lorsque l'adénome a une taille critique, c'est-à-dire de plus 20 mm. Alors donc, son indication, elle est pour les tumeurs qui font plus de 20 mm, de nature indéterminée, d'accord, certainement, mais surtout pour les patients qui ont une suspicion d'hypercorticisme infraclinique, donc un syndrome de pré-Cushing ACTH indépendant. Et ça nous permet de savoir si effectivement il existe une sécrétion pathologique sur l'une des 2 surrénales et d'avoir la latéralisation de la surrénale hypersécrétante. Donc cet examen qui avait été abandonné, puisque supplanté par les scintigraphies TEP et MIBG, est en train de revenir progressivement sur le devant de la scène pour les pathologies de type pré-Cushing.
Alors revenons juste un instant sur le cas des adénomes cortisoliques infracliniques. Vous savez que ce sont des pathologies qui sont découvertes de plus en plus fréquentes, puisque l'augmentation d'incidence, elle est croissante à mesure qu'on découvre des incidentalomes. Il s'agit d'une sécrétion autonome mais insuffisante, donc de cortisol, mais insuffisante pour entraîner un syndrome de Cushing clinique. C'est-à-dire que la plupart du temps, les patients ont très peu de symptômes, sauf si on prend le temps de les examiner correctement. C'est souvent des patients qui ont une hypercholestérolémie, un diabète non insulinodépendant, un léger surpoids. Lorsqu'on fait des dosages, ils ont un cortisol libre urinaire qui est souvent normal dans plus de la moitié des cas. Donc le diagnostic est vraiment difficile. En revanche, lorsqu'on fait un freinage minute, ce freinage est incomplet. Ils ont aussi un taux d'ACTH qui peut être soit normal, soit bas. D'où l'intérêt de la fixation à la scintigraphie au nord-iodo-cholestérol. C'est pour ces patients qu'il existe un intérêt à cette scintigraphie. J'ai fini. Eh bien, on a une fixation unilatérale qui montre qu'il existe une glande qui fonctionne de façon anormalement pathologique. Aujourd'hui, l'ensemble des études s'accordent à dire que ces patients doivent être opérés puisqu'on améliore l'espérance de vie et surtout on diminue la morbidité associée à un hypercorticisme chez ces patients. En effet, on diminue l'obésité, le diabète, l'hypertension, etc. La conduite à tenir sur les incidentalomes, finalement, elle est assez simple depuis qu'on a des examens d'imagerie à la fois performants et puis des dosages biologiques très fins, très sensibles. Toute tumeur sécrécente doit être opérée, quelle qu'en soit la taille. Ça, c'est simple. Toute tumeur de plus de 4 cm doit être opérée parce que le risque de corticosurinalome augmente avec la taille. Et si on fait une décision de surveillance, entre les pays, que ce soit la France, l'Europe ou les États-Unis, personne n'est d'accord, mais globalement, on peut retenir le rythme de surveillance suivant. Premier bilan à 6 mois, uniquement avec de l'imagerie. À 1 an, à 3 ans, à 5 ans, et s'il n'y a pas eu d'évolution, on abandonne la surveillance. Je vous remercie. Merci beaucoup Christophe là, pour cet exposé sur une pathologie qui est finalement assez fréquente. L'incidentalome, c'est, on dit, 5% des scanners, donc c'est quelque chose de fréquent, alors que finalement la sanction chirurgicale va être et doit rester exceptionnelle. C'est vraiment la caricature, l'incidentalome surrénalien, la caricature de la pathologie endocrinienne, c'est-à-dire ça va imposer une prise en charge multidisciplinaire. On voit bien, c'est-à-dire dans toutes nos discussions interviennent des endocrinologues, des radiologues, des anapathes, de temps en temps des anesthésistes et bien sûr des chirurgiens. Donc c'est fondamental de garder cette cohésion dans la prise en charge des pathologies, puisque finalement, on voit que c'est fréquent. On l'a vu aussi tout à l'heure avec la thyroïde, par exemple. C'est fréquent, mais ça doit conduire à un acte agressif, c'est-à-dire une chirurgie, finalement, dans peu de cas. Et malgré les progrès de l'imagerie, des explorations qu'on peut faire, on peut quand même constater, enfin, il y a quand même une zone d'ombre. Donc, c'est-à-dire, il y a quand même un certain nombre de patients pour lesquels on ne va pas savoir si c'est malin, pas malin, sécrétant, pas sécrétant, ça c'est un peu plus facile. Mais c'est pour ça que moi j'aime pas trop le terme de dire qu'il y a des thyroïdectomies abusives ou des surrénalectomies abusives. C'est sûr qu'il faut diminuer le nombre de chirurgies pour des patients qui, au final, n'en avaient pas besoin. Mais je pense que si on veut éviter de passer à côté, par exemple, d'un corticosurinalome malin à un stade débutant, c'est-à-dire celui qu'on va sauver, il faut de temps en temps accepter de traiter un patient pour lequel il y a un doute. Donc ce sera ma question peut-être avant de lancer la discussion. Avec les progrès, là tu nous as décrit les progrès de l'imagerie, scintigraphie, etc., on devrait voir une diminution de la proportion des patients opérés d'un adénome non sécrétant dans les séries d'incidentalomes opérés. Est-ce qu'on est en train de le constater ou pas, en fait ? Oui, absolument. Enfin, en tout cas, quand les patients sont pris en charge par des centres experts et qui sont discutés en RCP, il y a de moins en moins de chirurgie abusive, entre guillemets. Maintenant, le doute, encore par exemple à la Petit-Salpêtrière, il nous arrive de discuter de dossiers en RCP qui posent un doute diagnostique pour lequel on n'a pas de sécrétion, mais on a un aspect scanographique ou scintigraphique foireux. Un patient très inquiet parce qu'on ne sait pas lui répondre si objectivement sa lésion est plutôt bénigne, plutôt maligne. On a des wash-out qui sont douteux, on a des unités Hounsfield qui sont intermédiaires. Eh bien, ces patients-là qui posent problème ou un doute doivent rester des patients chirurgicaux, bien entendu, et d'ailleurs les patients le réclament eux-mêmes. La seule réponse, elle sera anatomopathologique. Après, comment rassurer les patients? C'est qu'en leur disant sur une lésion très douteuse,
En 3 mois, s'il s'agit d'un corticosurénalome, on aura une augmentation de taille irrémédiable en 3 mois. Ça va très vite. Donc, le risque de laisser passer un corticosurénalome dans un centre où les patients sont bien surveillés, il est quasi inexistant. Mais le doute, c'est aussi une indication chirurgicale, bien sûr. Donc parler de chirurgie abusive, peut-être, mais pas dans les centres experts, je pense pas. Enfin, juste un mot sur les explorations. Elles doivent être mesurées. Hein. Souvent, on voit débarquer en consultation des patients qui ont des tonnes d'examens qui servent strictement à rien et qu'on doit tous refaire parce que les scanners sont mal faits, on n'a pas les temps. On a des IRM qui servent à rien, on a des scintigraphies de toutes sortes qui sont mal interprétées ou inutiles. Donc il vaut mieux, il ne s'agit pas de détourner les patients, mais d'envoyer les patients dans des centres qui feront un minimum d'examens bien faits et qu'on n'aura pas besoin de refaire. Merci. Très intéressante communication, mais j'ai un problème, et peut-être c'est naïf, avec le terme d'incidentalome. Je suis de la génération qui a vu apparaître les incidentalomes. Pourquoi? Parce qu'on a vu apparaître l'échographie, le scanner et ensuite l'IRM. Alors c'est vrai qu'on ne savait pas que ça existait avant parce qu'on ne les voyait pas. Mais aujourd'hui, quand on dit incidentalome et que c'est un corticosurénalome, que c'est un Cushing, que c'est une maladie de Crohn ou un truc, est-ce que ça a encore la justification de dire incidentalome? Parce que c'est une tumeur surrénalienne qui est diagnostiquée à un stade précoce. Je donne un exemple. On fait une échographie, on trouve une tumeur dans la vessie de quelqu'un qui n'avait aucun signe. On ne lui dit pas qu'il a un incidentalome de la vessie, on lui dit vous avez une tumeur de vessie. Alors, ce que je veux dire, l'incidentalome, il a eu sa raison d'être appelé comme ça, quand brusquement on voit apparaître des tumeurs qu'on ne connaissait pas. Mais maintenant, je trouve qu'il faudrait quand même peut-être revoir ce terme. Alors, c'est pas moi qui ai inventé le terme incidentalome. Non, bien sûr. Et donc, je suis d'accord avec vous. À partir du moment où on met un diagnostic sur une tumeur, la raison d'être du terme incidentalome n'a plus lieu d'être, sachant que tant qu'on n'a pas l'histologie, on ne peut pas affirmer de la lésion, sauf évidemment s'il y a des sécrétions. Néanmoins, ça reste traditionnel, je ne sais pas pourquoi, pour les surrénales, de continuer de parler d'incidentalome, alors qu'on ne le fait pas pour les lésions thyroïdiennes. Par exemple, quand on découvre de façon fortuite sur un échodoppler des troncs supraortiques, on ne dit pas incidentalome thyroïdien, ou pour la vessie. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'Académie qui est là, qui devrait statuer sur les changements de termes. À vous, les académiciens, de décider de ce qu'on doit faire de ce terme. C'est peut-être ce que va nous proposer M. Mention, à qui je donne la parole. Je veux faire un commentaire aussi parce que je suis troublé par ce terme d'incidentalome, parce que tu l'as défini comme une masse surrénalienne supérieure ou égale à 1 cm. Alors, quand c'est moins de 1 cm, c'est quoi? C'est le no-name tumor de la surrénale? Quand c'est moins de 1 cm, c'est une lésion à négliger, on va dire. Parce que la plupart du temps... il faut lui donner un nom. Alors, elles sont trop... Oui, c'est pas un incidentalome, parce qu'en dessous d'1 centimètre, on considère qu'on n'a pas assez d'éléments pour l'analyser. Et souvent, elles sont... il faut vraiment avoir du bol pour tomber sur un corticosurénalome d'1 centimètre. Je ne crois pas qu'il y ait de série parue là-dessus, sur les tumeurs surrénaliennes de moins de 1 centimètre, ce qu'elles sont devenues. Donc, je ne saurais pas vous répondre. Non, alors pour essayer d'avancer dans la question, je pense que c'est une question de définition. On peut parler d'incidentalome thyroïdien si on découvre une lésion thyroïdienne avec un examen qui était fait pour autre chose. Absolument. Mais c'est la définition de l'incidentalome surrénalien. C'est une lésion surrénalienne découverte lors d'un examen effectué pour une autre raison que la symptomatologie surrénalienne, par exemple. Mais le terme est consacré pour les surrénales. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Simplement pour rebondir, c'est parce que, alors pour les béotiens que nous sommes restés, l'incidentalome s'attache à l'abstention, c'est-à-dire il va opérer un incidentalome. C'est ça qu'il faut que vous, société savante, fassiez passer comme message. D'accord, mais il faut faire passer ça. À mon avis, même faudrait enlever le terme. Pourquoi le laisser à la surrénale seulement? Non, mais vous coupez, mais très vite. Vous avez un incidentalome, et que cet incidentalome va se révéler être un corticosurénalome, on ne va plus parler d'incidentalome. On a un diagnostic, c'est un corticosurénalome. Et puis, les cas extrêmes, c'est quelques cas où on arrive jusqu'à la chirurgie,
parce que ça reste un incidentalome, c'est-à-dire on ne sait pas ce que c'est. On l'a vu, mais on ne sait pas ce que c'est. On opère, c'est vrai, authentiquement des incidentalomes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur les lésions qui restent douteuses malgré l'ensemble des examens. Ok. Après, c'est à vous de statuer, messieurs les académiciens. Sur la sémantique, c'est quand même plus beau que fortuitome. Hein, donc, ouais, fortuitome, c'est... Bien, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir participé activement à cette session de chirurgie endocrinienne. Bon, alors, il m'appartient de conclure pour remercier notre modérateur Fabrice Ménégo pour la qualité du choix des orateurs et la tenue de la session. Et je félicite également les différents intervenants, commentateurs et toutes les personnes qui ont posé des questions. Merci encore de m'avoir aidé à modérer correctement cette première séance. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, très nombreux, au Palais des Congrès, pour encourager nos oncologues chirurgicaux. Merci à tous.